Bon, la personne doit cellulariser la raison intelligente de pourquoi elle travaille et elle ne sera plus malade de son travail. Cellulariser, cela veut dire qu'elle doit comprendre l'intelligence et non pas, elle ne doit pas avoir de raison intellectuelle de travailler, elle doit avoir une raison intelligente de travailler. Si elle a une raison intelligente de travailler, cela veut dire que c'est cellularisé. Si elle cellularise une raison intellectuelle de travailler, elle la rend intelligente. Cellulariser, c'est un terme que vous ne trouverez pas dans le dictionnaire, qui veut dire conscientiser à un point tel une connaissance ou une information ou un savoir que chaque cellule le sait. Cela veut dire que c'est transmissible par la génétique. Lorsqu'une personne sent, vibre, transpire le pourquoi elle travaille, elle n'est pas malade de son travail. Lorsqu'une personne a une raison intellectuelle de travailler, elle peut être malade, parce que la raison intellectuelle est un ajustement créé par l'ajusteur de pensée, par l'ajusteur psychologique qui essaie de donner une raison émotive, une raison apparemment logique mais émotive à la psychologie pour que celle-ci continue à accréditer le fait de travailler là. Une raison intelligente, disons par exemple, gagner de l'argent. Gagner de l'argent peut être une raison intellectuelle de poursuivre le travail, et ça peut être une raison intelligente de poursuivre le travail. Alors, une raison intellectuelle peut être la même chose qu'une raison intelligente au niveau de ce qu'elle va exprimer, mais pas au niveau de la vibration de l'individu qui la vit. Travailler pour passer le temps, travailler pour gagner de l'argent, c'est deux raisons qui peuvent être soit intellectuelles, soit intelligentes. La personne va se libérer de son problème lorsqu'elle aura une raison intelligente de poursuivre son travail. Et la raison intelligente peut être la même chose que sa raison intellectuelle, sauf qu'elle ne devra plus rester que dans sa tête et dans sa bouche, dans ses lèvres. Elle doit descendre au niveau de son cœur, elle doit descendre au niveau de ses tripes, elle doit être cellularisée. Elle doit dire qu'elle travaille. On peut presque dire, mais c'est dangereux. Ouais, je vais le dire, mais c'est pas ça. Je vous mets assez en garde pour qu'en fin de compte, ça ne serve plus à grand-chose que je le dise. Mais disons que la personne doit avoir comme fonction ou comme mission, et c'est le mot mission qui pue, que celui de travailler, d'accumuler suffisamment d'argent pour pouvoir exister, sinon vivre, d'accumuler suffisamment d'argent pour pouvoir s'instruire, pour pouvoir se suffire matériellement pour tendre à une libération de la matière, de l'assujettissement à la matière. Lorsque la personne décide que, première chose, c'est évident qu'elle a besoin de manger, elle peut être sur l'assistance sociale, mais elle n'aura pas l'énergie. L'assistance sociale donne de l'énergie financière, mais elle ne donne pas d'énergie d'évolution. Pour la grande majorité des assistés sociaux. Pas pour tous. Il y a un contexte bizarre. Si je le dis comme ça, c'est spirituellement dit, tous ceux qui ont besoin de l'assistance sociale reçoivent en même temps de l'énergie pour leur permettre leur évolution. Tous ceux qui n'en ont pas besoin, mais qui l'exploitent, ont de l'énergie financière et c'est tout. Et je pourrais expliquer d'une façon cosmique le mécanique de ce fait, mais c'est un peu long. Je spécifie simplement pour que les assistés sociaux qui ont besoin ne se sentent pas touchés par ce fait et pour que ceux qui n'ont pas besoin se sentent touchés pour commencer à se grouiller les fesses. Celui qui a un travail et que le travail le détruit lentement apparemment, c'est parce qu'il n'a pas de raison intelligente de le poursuivre. Il a peut-être une raison intellectuelle, mais il n'a pas de raison intelligente de poursuivre son travail. Si cela devient vital pour lui de travailler autant qu'il a besoin d'air, il ne sera plus malade de travailler. Dernière question ici sur la maladie directement, là, si tu veux. Comment pourriez-vous expliquer les causes d'une maladie vitale comme le cancer? S'il y en a, comment y remédier? Bon, le cancer, c'est la folie furieuse de la mutation neurologique, biologique, physique, organique de l'humain qui traverse une phase d'homme ancien vers la phase de l'homme nouveau,
Une mutation qui normalement doit être centrée presque exclusivement au niveau cérébral ainsi qu'au niveau laryngé. Et lorsque l'ego lutte d'une façon monstrueuse ou magistrale contre cette mutation qu'il subit, consciemment ou inconsciemment, il oblige automatiquement l'énergie mutative à s'exprimer un peu partout, de n'importe quel genre de façon à l'intérieur du corps physique de l'homme, ce qui opère une mutation des gènes de certaines formes de cellules. Automatiquement, cela permet une prolifération non contrôlée, difficilement contrôlable de ces cellules, ce que nous appelons un cancer. Cela amène une mutation génétique qui oblige les cellules à se reproduire, à procréer, comme elles ne sont pas appelées à le faire par l'énergie vitale. Il y a évidemment une forme de cancer qui est beaucoup plus régie par la peur qu'a l'humain de vieillir, ce qui déclenche chez lui un mécanisme de reproduction incontrôlée de ces cellules, créant des tumeurs ou des tumeurs cancéreuses, créant ce genre de cancer. Disons que la majorité des humains qui vont avoir le cancer dans les décennies qui viennent sont des humains qui luttent et qui résistent à la mutation cérébrale et automatiquement ils vont exprimer les résultats maladifs de cette mutation d'une façon incoordonnée au niveau du corps physique. L'énergie supramentale est de l'énergie éthérique, donc de l'énergie vitale non terrestrifiée, et l'énergie vitale qui maintient la vie et qui permet la prolongation de la vie, soit par la reproduction, soit par l'élongation même de la vie d'un corps, et de l'énergie supramentale terrestrifiée. Lorsque le contact supramental se fait avec l'homme transitif, automatiquement, il amène de l'énergie vitale qui aura tendance à terrestrifier, donc à amener au plan vital de la planète, l'énergie vitale que l'on connaît, celle qui permet au magnétiseur de guérir, par exemple. Et lorsque l'énergie supramentale est refusée par l'ego, elle peut être transformée en différentes formes de pathologie par celui-ci, par l'ego. Et il va opérer une mutation de l'ordre vital du corps physique. Et comme c'est l'énergie vitale qui permet la mémorisation génétique de ce qu'une cellule doit faire, lorsque la mémorisation génétique de ce qu'une cellule doit faire est oubliée, transformée ou perdue, alors automatiquement la cellule devient folle, elle ne sait plus ce qu'elle doit faire. Aussi bien l'énergie radioactive peut obliger une mutation vitale, donc physique. On sait que l'énergie radioactive, si elle ne mute pas nécessairement extérieurement une personne, mute presque obligatoirement sa descendance. Elle agresse la mémoire vitale de chaque cellule, donc elle agresse l'ADN, l'acide désoxyribonucléique, ce qui permet la création de... Enfin, je suis en train de me perdre dans la médecine. C'est ça quand on s'écoute trop parler. Ce qui va finir par transformer le système génétique des personnes pour obliger la descendance à être des mutants involutifs et involutifs. Lorsque l'énergie supramentale oblige l'humain à une mutation neuronique, si l'humain résiste trop par son orgueil, donc par son ego, si l'humain n'est pas assez humble, si l'humain ne sait pas agenouiller son ego face à son esprit, il peut y avoir des répercussions métaboliques, des créations de formes de cancer. Petite question sur la radioactivité que tu viens de parler. Plus un individu est proche d'un foyer radioactif, plus le nombre de chocs par seconde est fort, plus il s'éloigne, moins il est fort. Si on comparait à ça, l'individu, plus à un moment donné, l'individu qui se conscientise reçoit de plus en plus de chocs par 24 heures. Puis à un moment donné, il ne peut plus le prendre, un peu comme le même processus que la radioactivité. C'est intéressant, toi, Soir, c'est bien. C'est en plein ça, c'est identique, c'est pareil. L'énergie radioactive, disons que qu'est-ce qui est proche de l'énergie vitale? Il y a le feu. Le feu est proche de l'énergie vitale, c'est pourquoi on brûlait les sorcières lorsqu'on les brûlait vivantes. Parce que lorsque la sorcière était brûlée vivante, elle avait encore son corps vital. Elle avait donc encore son enveloppe séraphique, c'est-à-dire son périsprit, l'enveloppe de l'âme. Donc, on pouvait détruire immédiatement tout ce qui pouvait servir à la création ectoplasmique d'un fantôme, qui permettrait à la sorcière de pouvoir revenir hanter ceux qui l'ont tué. Alors, on brûlait la sorcière vivante. Bon. Le feu. Le feu est proche de l'énergie vitale et il peut le muter, donc le détruire. L'électricité est proche de l'énergie vitale. Elle peut aussi le détruire. La radioactivité très, très, très proche et encore plus proche. Là, je vais de façon graduelle. L'énergie radioactive est ce qu'il y a, dépendant évidemment des isotopes, est ce qu'il y a de plus près de l'énergie vitale. Suite à cela, il y a l'énergie vitale, et au-delà de l'énergie vitale, il y a l'énergie supramentale. Les autres étaient des énergies inférieures à l'énergie vitale, mais tout à fait proches. Alors, c'est similaire. C'est parfait. Êtes-vous le disciple de quelqu'un? Si oui, pourriez-vous nous dire de qui et comment on peut le rencontrer? Ce que vous dites est formidable. Bravo et merci.
Bon. Une bonne question. Êtes-vous le disciple de quelqu'un? Oui. Si oui, pourriez-vous nous dire qui, moi, et comment on peut le rencontrer? Ben, vous me rencontrez déjà. Bon. Non, je ne suis pas le disciple d'un autre humain biologique. Je ne suis pas le disciple d'un humain ou d'une entité astrale. Je ne suis pas le disciple d'un grand maître. Je ne suis pas le disciple. Alors, la continuité logique pourrait dire je suis le maître. Effectivement, je suis mon seul maître. Si oui, pourriez-vous nous dire qui l'esprit? Vous avez un esprit. Comment le rencontrer? Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Bâtir des mécanismes qui vont permettre de vous canaliser ou de canaliser l'esprit, votre maître. Et à un moment donné, vous allez finir par être votre seul maître. Comment le rencontrer? Il n'y a pas d'adresse. On le sent, on le pressent, on le perçoit, on le vibre, on le goûte. Et à un moment donné, on finit par le devenir. L'handicap est toujours le même handicap, c'est que des copies, des plagiats, des mémoires de tout ce de tout ce qui vous attend sont mémorisés dans les contextes astraux, dans l'astral planétaire, dans le ciel. Et tout ce merdier essaie de prendre la place de votre esprit, vous faisant croire que vous êtes bien connecté et vous manipulant collectivement. Ce que vous dites est formidable, ça va. Comment le rencontrer, c'est ça, c'est ce que vous faites. Continuez, lâchez pas. Lâchez pas patate. Qu'entendez-vous par chercher rend malade? Ce que je veux dire, et non pas ce que j'entends, par chercher rend malade, je constate. Je constate simplement que tous ceux qui cherchent leur identité, que tous ceux qui cherchent ce qu'ils sont, que tous ceux qui cherchent véritablement d'où ils viennent, où ils vont, que tous ceux qui cherchent ont une première maladie. Ce n'est pas drôle, c'est un fait. On appelle cela une fièvre. Un chercheur a la fièvre. Bon, la fièvre du chercheur, on connaît. Et cette fièvre, et c'est un terme français qui est extrêmement approprié, il y a comme une augmentation de la température vitale du corps. Une augmentation de l'énergie ou de la vibration du corps vital. Il y a une augmentation, donc une évolution du corps vital, et cette évolution se transmet, aboutit par une évolution hautement massive du corps vital de l'homme, transmuant le corps vital ou la partie hautement évoluée en corps astral, ce qui revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, est une succion, une vampirisation du corps astral de l'âme dans le corps vital de l'homme. Cela veut dire que l'énergie vitale de l'homme, qui doit rester telle qu'elle est obligée à évoluer. Il y a fièvre par celui qui cherche. Celui qui cherche a besoin d'énergie pour réfléchir. Il a besoin d'énergie pour emmagasiner. Il a besoin d'énergie pour se connecter à des mémoires ou à des maîtres ou à des guides ou à des plans astraux. Il a besoin d'énergie. Alors automatiquement, il oblige son énergie vitale à évoluer, c'est-à-dire qu'il prend de l'eau. Vous savez, lorsque l'eau est dans un radiateur d'automobile, elle a une utilité. Lorsqu'elle évolue, lorsqu'elle augmente en énergie, elle devient de la vapeur d'eau. Et la vapeur d'eau fait que votre moteur chauffe. Ça rend le moteur malade. Et si on ne pallie pas à l'eau qui est devenue vapeur dans le radiateur, ben à un moment donné, le moteur, il va se pogner. Ça va jammer en québécois. Et on a un problème de moteur, il faut changer le moteur. Si l'eau est involuée, donc si on baisse la vibration de l'eau par une technologie de pointe, en mettant, au lieu de mettre de l'eau, on met de l'antigel, qui aussi est un anti-ébullitif. On augmente la pression dans le système de refroidissement pour empêcher ce liquide de bouillir. Alors on l'oblige à ne pas évoluer, à ne pas augmenter en énergie, et là, on préserve le moteur. C'est la même chose pour le plan vital. Celui-ci a une fonction présentement chez l'homme, et cette fonction, elle est de conserver la mémorisation biologique, cellulaire, génétique du corps. Si on oblige par un mécanisme quelconque l'évolution du corps vital, on rend le corps physique malade. Qu'entendez-vous par chercher en malade? Chercher continuellement oblige le corps physique à des pathologies, à devenir malade, à mal digérer, à avoir des problèmes articulaires, à avoir des problèmes de sommeil,
avoir des problèmes respiratoires, avoir des problèmes endocriniens, glande thyroïde, parfait, même chose. Avoir des problèmes au niveau des surrénales, avoir des problèmes au niveau de l'ajustement entre l'insuline et le glucagon, d'avoir n'importe quelle forme de recherche de chercheur oblige automatiquement son corps à avoir certaines formes de maladie. La maladie la plus connue porte le nom de vieillesse. Chercher rend malade. Que pensez-vous de la guérison? Êtes-vous capable de guérir? L'homme nouveau sera-t-il un guérisseur? Très, très bonne conférence. La guérison, c'est lorsque l'humain a la faculté vitale de pouvoir transmettre de sa propre énergie vitale et de l'ajuster à la vitalité déficiente d'un autre. Automatiquement, la mémoire perdue de l'autre, une mémoire cellulaire, est reformée par l'énergie, par la mémoire vitale de celui qui communique son énergie. Plus un être humain est évolué d'une façon réelle et non pas d'une façon plate, béatitude de spiritualité, plus qu'un être humain est évolué d'une façon réelle, plus il a la faculté de guérir. Cela veut dire que lorsqu'on s'approche d'un être humain qui a suffisamment d'énergie vitale ou d'énergie supramentale, veut pas, on commence à voir opérer chez soi une mutation, donc une guérison. Sauf que l'énergie de l'homme nouveau sera suffisamment focalisée, contrôlée par celui-ci, pour que tant qu'il ne verra pas d'intelligence dans la guérison, qu'il ne guérisse pas. Lorsque je parle du Nazaréen, au niveau de la guérison, j'ai fait différentes conférences sur la guérison ésotérique et sur les maladies. Il n'a pas guéri toutes les malades de la Judée. Il a guéri que ceux qui pouvaient servir la prolifération de son message. Sauf lorsqu'on est venu le sucer en énergie. Et ça, on a aussi des exemples dans le livre qui est connu sous le nom de la Bible, le Nouveau Testament. Il n'a pas guéri toutes les malades, il a guéri que ceux qui devaient être guéris et que ceux qui avaient une raison intelligente par rapport à lui d'être guéris. Alors il en sera de même pour l'homme nouveau, il en est de même pour moi. À un moment donné, il y a une personne qui a été connectée à des mécanismes supramentaux astralisés dans le ciel et qui a vu un maître et qui a vu une mémoire du Nazaréen se promener sur le contexte planétaire et qui a vu ce bonhomme guérir. Il a vu ce bonhomme guérir les autres, faire des miracles, guérir. Et il a vu ce bonhomme se dessécher. Il a vu ce bonhomme se dessécher à un point tel qu'il a fini par comprendre que l'humanité n'avait pas besoin de ce qu'il disait, mais que l'humanité ne recherchait que la guérison. Alors il a vu ce bonhomme sacrer son camp, mettre tout cela à terre, cracher sur l'humanité et disparaître. Parce que lorsqu'un homme a la faculté de guérir, l'humain ne veut plus l'écouter, l'humain ne veut plus rien savoir, l'humain ne veut que guérir. Alors l'humain vient le voir, l'humain se trouve guéri parce qu'il tête son énergie, et l'humain retourne faire sa vie de débauche, et l'humain se rend malade, et lorsque l'humain est redevenu malade, alors l'humain revient encore voir le bonhomme, et l'humain vient encore têter de l'énergie, et il repart guéri. Alors cet être humain qui a eu ce contact supramental astralisé dans les plans astraux du ciel, a écrit un livre sur ce bonhomme qu'il a vu. Et ce livre s'appelle Illusion. Alors c'est la même chose pour l'homme nouveau. Il ne se fera pas têter. Lorsqu'il y a une raison intelligente de guérir, il va guérir. Comment un individu qui est prêt d'être son seul maître ou l'est sans le savoir est humble et peut-il encore être achalé par la maladie? Premièrement, s'il l'est sans le savoir, c'est qu'il ne l'est pas. Il est humble, peut-il encore être achalé par la maladie? Pour la simple raison que l'humain ne sait pas ce que c'est que d'être humble. Alors, lorsque la personne me parle d'humilité ici, elle ne me parle pas d'humilité, elle me parle d'apparence d'humilité selon les contextes moraux ou religieux qui ont été instruits. J'ai fait dernièrement une conférence où j'ai abordé d'une façon assez exhaustive l'humilité. Je ne veux pas y revenir là-dessus ce soir, je déteste répéter les choses, surtout quand c'est enregistré. Il n'y a pas de raison intelligente de répéter, n'est-ce pas? La personne n'est pas humble si elle est malade ou la personne n'est pas consciente.
ce qui est intéressant dans la question, c'est que comme un individu qui est prêt d'être son seul maître ou qui l'est sans le savoir, donc manque de conscience, et humble, peut-il être encore achalé par la maladie? Il y a l'humilité de celui qui n'a pas d'ego, de l'animal humain. Il y a la maladie de celui qui a de l'ego. Et l'humain a besoin de l'ego. Il n'en a pas besoin tout le temps. Il en a besoin pour l'instant. C'est ça qui lui permet de se connecter à son esprit. Et lorsque l'esprit est appelé, l'ego doit disparaître pour que l'esprit prenne la place de l'ego. Celui qui n'a pas d'ego et qui n'a jamais eu d'ego ne peut pas connecter avec son esprit. Il se connecte avec l'astral, avec la collectivité de tout le monde. Il suit tout le monde. Il est humble. Tu lui dis de manger des choses pourries et il en mange. Il est humble. On appelle ça aussi stupide. Bon. Dans un contexte cosmique, on appellerait ça ignorant. Lorsque l'humain est humble, et c'est un humain qui a eu de l'ego, s'il est humble et malade, c'est qu'il a perdu sa conscience. Il n'est pas conscient. Ou bien il est conscient et il n'est pas humble. Il croit être humble. Je suis psychiatre et vous avez ici ce soir simplifié complètement toute ma conception idéologique. Quel pourrait être le rôle d'un tel médecin dans le contexte d'un plus à apporter à une profession déjà difficile? Bon, un psychiatre ne peut rien apporter à la profession de la psychiatrie parce que les psychiatres ne sont pas capables de comprendre ce qu'un psychiatre pourrait leur amener. On essaierait de psychiatriser le psychiatre pour le guérir. C'est dommage. Pour l'instant, la psychiatrie ainsi que la psychologie fonctionnent suffisamment comme ça. Moi, on m'a déjà offert de me guérir. Bon. Non, c'est un fait. On m'a déjà offert de me guérir. Ils m'ont dit que ça se soignait. Bon. J'aurais dit oui, ça se soigne. Pas moi, vous. Et je ne les ai plus jamais revus. Bon, alors évidemment, la psychologie va s'amuser cet automne parce qu'il y a un livre que j'ai écrit qui va sortir cet automne et qui va être assez intéressant. Je suis psychiatre. Tant pis. Et vous avez ce soir simplifié complètement toute ma conception idéologique. Bon, alors comment arriver à transformer ou à aider la psychiatrie? Il n'y a rien à faire. Lorsque les psychiatres vont de plus en plus avoir à traiter des patients qui ne sont pas malades, mais qui sont simplement transitifs vers l'homme nouveau et qui ne se comprennent pas parce qu'elle est compris par les autres, lentement la psychiatrie va devoir changer son fusil d'épaule. La psychologie évolue, la psychiatrie évolue. Il y a évidemment des psychiatres qui sont intelligents et qui ont de l'allure, ça va de soi. Je parle de la psychiatrie en général. Elle amène à l'humain une chose qui est drôlement utile. Sauf qu'elle se fie, et ça je le sais parce que j'ai travaillé avec beaucoup de psychiatres, elle se fie un peu trop à la médecine chimique. La psychiatrie, comme la psychologie, d'ailleurs comme la médecine, comme tout ce qui est appelé social, souffre d'une maladie, la structure. Et la structure l'oblige à ne pas avoir assez de temps. N'ayant pas assez de temps pour travailler avec l'humain, parce que le patient n'est pas structuré comme l'est le médecin. Le médecin entre à telle heure et part à telle heure et mange à telle heure. Le patient entre n'importe quand, mange quand il peut et sort lorsque soit qu'on le met dehors, soit parce qu'il peut sortir. Alors, ce qui fait qu'il y a automatiquement il n'y a pas d'ajustement entre la médecine, entre tout le domaine social aujourd'hui et ceux qui en ont besoin. On a des personnes qui se vouent corps et âme. Les 3/4 de leur temps sont hors structure, donc non rémunérables. Tandis que la majorité n'ont pas le choix. Ils vivent dans une contrainte structurale, dans un carcan. Et on ne peut pas, évidemment, bannir, maudire les personnes qui sont encarcanisées. C'est la société. Lorsque vous prenez rendez-vous avec un dentiste, vous dites « j'ai mal à une dent, ça fait mal, c'est écœurant », le dentiste vous dit « parfait, pas de problème, alors voilà, on est le mois de février, au mois de janvier prochain, je vous donne un rendez-vous ». Il n'y a pas le choix. Il a fallu regarder l'évolution de l'humain. On a eu un bout de temps où on avait des médecins qui se présentaient à la bine chez vous lorsque vous souffriez. Lorsque vous étiez malade, le médecin venait, on appelait ça un médecin de famille. Aujourd'hui, on appellerait ça un médecin débile.
Et pendant un grand laps de temps, les médecins ne venaient plus. Les patients devaient se déplacer. Lorsque les hôpitaux furent pleins, on a inventé les CLSC, les cliniques. Mais on n'a pas éduqué la population. Alors, tout est toujours aussi plein. Et maintenant, parce que tout est toujours aussi plein, on doit revenir à la bonne vieille méthode et forcer les médecins à se rendre chez vous. Et on appelle ça urgence santé. Après télémédic, après urgence MD, après, etc. On en revient. Pour la simple raison que veut pas, même si on a réussi à organiser les soins, on n'a jamais réussi à organiser les maladies. Alors, comment donner un coup de pouce à la psychiatrie? Il n'a pas. Faudra que le patient change et la médecine va changer. Mais on ne peut pas attendre du patient un changement si la médecine change. La médecine ne peut pas. La médecine, elle est structurée. La maladie ne l'est pas structurée. Alors, si vous avez mal à telle place, à 3 heures du matin, vous vous présentez dans un hôpital le samedi soir et on va vous dire, oui, bon, alors on va vous garder parce que le médecin de service, il passe seulement le lundi, la fin de semaine, on n'a rien. Bon. Alors ça, on le connaît. Il y a des personnes qui ont des personnes âgées chez eux. Qu'est-ce qu'ils font le vendredi soir? Ils bookent à l'hôpital. Et ils savent très bien que les personnes vont passer la fin de semaine à l'hôpital parce qu'il n'y aura aucun médecin pour les investiguer avant le lundi. Et le lundi, vu que le médecin va découvrir que la personne n'a rien, elle va la retourner. Et il y a beaucoup de personnes qui, comme ça, se débarrassent de leurs vieux les fins de semaine pour avoir la paix. Et c'est fréquent. J'en ai transporté en masse de personnes comme ça et qui, on appelle ça des cas de dumping dans le terme hospitalier. C'est pas une maladie. Enfin, c'est une maladie sociale. Alors, quoi faire au niveau de la psychiatrie, au niveau de n'importe quoi, de ce que je dis, par exemple, il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a des médecins qui suivent le PMC, des médecins qui sont ici ce soir et qui ne changent pas l'hôpital dans lequel ils travaillent. Mais ils changent peut-être, eux, leur façon de travailler avec le monde. Ce ne sont plus des médecins pileux, ce ne sont plus des médecins passe voir le collègue. Fait la tournée. Il y a des médecins qui sont extrêmement valables, il y a des médecins qui le sont moins. Humainement, ils sont tous équitables, sauf qu'il y en a certains qui sont dans une conscience structurelle collective, d'autres qui sont dans une conscience plus individuelle, diplomatiquement collective, parce qu'il ne faut pas qu'on ait trop pilé sur les médecins. On ne peut pas rien faire. On n'a pas le choix. Lorsqu'on avait les bonnes sœurs et les bons frères, on sait que dans les bonnes sœurs et dans les bons frères, on a eu énormément de phénomènes diaboliques. On a eu des monstres. Et on a eu des personnes qui avaient ce qu'on appelait à l'époque la vocation. Ils avaient du temps. Ils mettaient le temps. Aujourd'hui, évidemment, c'est complexe. J'ai travaillé 2 ans de temps à Sainte-Justine et je ne pouvais pas être payé parce qu'avoir été payé pour faire ce que je faisais, je n'aurais pas pu le faire. J'ai travaillé par contre payé dans un centre d'accueil pour personnes âgées et là, j'ai vu ce que ça donnait. On était sur... moi, je m'occupais d'une aile et un autre de mes collègues s'occupait d'une autre aile. Et lorsqu'un patient avait des problèmes, j'allais le voir. Mais je travaillais de nuit. Lorsque dans l'autre aile, les patients avaient des problèmes, bien mon collègue jouait aux cartes avec le personnel du 4e, du 5e et du 2e. Alors évidemment, il ne répondait pas. Quand on fera la tournée de tout le monde, on ira voir. Alors moi, je n'avais rien à faire. Je jouais pas aux cartes. J'allais voir. Et j'allais voir, simplement, j'avais rien à faire. Mais ça ne marchait pas parce que tout le monde se sentait coupable que moi, de l'autre bord, j'allais voir là. Alors, ça obligeait le gars à venir. Alors, on ne m'aimait pas. Et moi, je disais, non, reste assis, joue aux cartes, ça ne me dérange pas. Mais non, là, lui, là, si la surveillante passe ou le surveillant passe, ben, c'est moi qui devrais dire, bon. Et c'est tellement structuré que quand on me pogne les fesses l'autre bord, ben, on m'engueule parce que je devrais checker mon bar. Structuré. Mais bon, on m'appelle pas sur mon bar, c'est pas grave, tu restes là, c'était lui. Mais lui, il va pas. On va s'en occuper de lui. On s'en occupait pas parce qu'il fallait. Tout le monde le faisait dans la bâtisse, on n'était pas pour éclairer tout le monde. Et les patients payaient jusqu'à 600 $ pour être là par mois. Alors, la structure, elle a ça de problème. Elle permet des gestions financières, elle permet des gestions du potentiel curatif humain, mais elle ne permettra jamais la gestion du potentiel pathologique humain. Patience, un jour l'humain sera plus malade, alors les médecins réussiront à guérir. J'ai eu justement le cas d'un infirmier hier qui me disait que pour avoir été à domicile et avoir fait un massage de pied à une vieille personne, on lui a reproché d'un danger de déplacer un choriot, tu sais.
parce que c'était pas dans sa fonction, il n'avait pas à le faire. Tu sais. Il y a une loi canadienne, je crois, qui dit que celui qui fait... Tu as un accident d'auto. Moi, j'arrête, je te touche, je peux être criminellement responsable de tout ce qui peut t'arriver. Par contre, il y a une loi provinciale qui dit que toute personne qui ne fait pas tout ce qui est dans ses possibilités pour porter assistance à une personne en détresse est criminellement responsable aussi. Touche-y, tu es criminellement responsable. Touche-y pas, tu es aussi criminellement responsable. Il y a une loi fédérale qui vient piéger une loi provinciale. Alors, tu es fait. Et c'est une société assez intéressante dans laquelle on est. Effectivement, tu fais un massage de pied. Si elle avait un caillot, tu peux créer une embolie. Tu peux créer une thrombose. Alors, tu ne fais pas de massage de pied. Et là, tu es inhumain. Bon, c'est ça. C'est comme ça. On me demandait souvent sur les accidents, oui, mais vous n'avez pas le droit de piquer, d'ouvrir une veine ou de mettre un médicament. Non, mais on le fait pareil. En même temps, puis de défibriller, puis de ventiler, puis de chercher les médicaments, puis non, il ne peut pas. Ben, c'est comme ça que ça marche. Si on regarde le système ambulancier au niveau du Canada, il est illégal. Chaque ambulancier fonctionne hors la loi, presque tout le temps. Il n'y a personne qui poursuit parce que ça sauve des vies. Parce que si on poursuit, on va se rendre compte que c'est des débiles. Alors, on va être obligé de reconnaître les techniciens ambulanciers comme techniciens. Et on va être obligé de les payer comme techniciens. Alors, on préfère dire que ce sont des transporteurs médicaux. Et on les laisse faire tout ce qui est illégal, qui normalement sont des actes médicaux. Et les médecins le savent, les médecins le font avec eux, les médecins en sont contents. Les médecins te demandent, quand tu es dans une ambulance, veux-tu t'essayer? Et c'est illégal. Mais on n'a pas le choix. C'est illégal, mais c'est toléré. Parce que lorsque ça sera plus toléré, il faudra que ça devienne légal et ça va coûter. Et c'est comme ça qu'on marche. On voit à ce soir qu'au niveau des maladies physiques, bon, il y a des maladies qui peuvent être involutives comme évolutives. Au niveau des maladies mentales, même chose, qui peuvent être évolutives comme involutives. Les maladies mentales, il faut faire attention. Lorsque c'est un charriage manipulatif au niveau des plans astraux, lorsque c'est une maladie mentale qui agresse une personne qui avant était normale, ça porte le terme antique de possession. Les médicaments peuvent omnibuler des parties cérébrales pour obliger l'entité possessive à ne plus pouvoir s'exprimer. Bon, OK, mais ça ne guérit pas. Tu dois rester sous les médicaments. Les cures, les thérapies de groupe, qu'est-ce qu'elles font? Elles baignent, elles mélangent les égrégores de tout le monde, ce qui fait qu'à un moment donné, l'entité qui possède, diluée dans tout le monde, possède plus assez pour fonctionner. Les thérapies de groupe fonctionnent. Si on regarde ce que les Zoulous faisaient ou ce que nos Amérindiens faisaient, danser autour du feu en se souvenant d'un bord puis de l'autre, en criant, autour d'un tam-tam, avec ce que tu voudras, c'est génial pour la simple raison que tu te défoules. Par une technique qui porte le nom PMC de Kiai, mais en fin de compte qui est similaire. Alors, tu te défoules. Alors, évidemment, les Amérindiens, avant de prendre une grosse décision, rentres-tu en guerre, on marie-tu le chef, des grosses décisions, ils dansaient autour du feu, soignaient comme qu'ils pouvaient, lorsqu'ils étaient tout à fait épuisés. Alors là, ils s'écrasaient, puis là, maintenant, on va discuter de guerre ou de paix. Mais pas avant, parce qu'avant ça, tout le monde aurait parti en guerre. Tout le monde serait marié avec le chef. Bon. Lorsqu'on regarde les maladies psychiatriques ou les maladies psychologiques, les maladies mentales qui naissent chez une personne qui normalement est correcte, ce sont des maladies sociales. C'est un manque d'ajustement à la société parce que la personne n'est pas capable de s'ajuster à la société, soit parce qu'elle est trop intelligente, donc elle veut s'ajuster à elle-même, mais on l'en empêche. Ne connaissant pas le mécanisme d'ajustement à elle-même, elle pense qu'elle est folle. Alors elle finit par être paranoïaque, elle finit par être schizophrène, elle devient psychosée, et on la traite, on la guérit. On fait comme on m'a dit, ça se guérit. Bon. Pendant longtemps, les personnes se prenaient pour le Christ, maintenant elles se prennent pour les extraterrestres. Ça, c'est fréquent, c'est connu au niveau psychiatrique. Et oui, il se plague à des places. Ça évolue à l'égrégore collectif. Ben oui, ça a évolué. Maintenant, on traite plus les extraterrestres que sur le Christ. Évidemment, il y a encore des égrégores christiques, mais je veux dire, on est beaucoup plus plugué sur les extraterrestres depuis la diffusion des films qu'on a. Alors, on a beaucoup plus de phénomènes psychiatriques, de perte d'identité ou de projection d'identité sur des extraterrestres. Je viens d'une autre planète. De toute façon, on en a plein qui sont en liberté, bon, font des conférences. Entre autres, pas moi, je suis pas un extraterrestre. Ça évolue. Ah oui, ça évolue, ça va de soi. Bon, la maladie mentale qui est générée chez une personne qui est normale, c'est une manipulation possessive. Ça peut se guérir de différentes façons. Dans l'Antiquité, on les guérissait par la confession, par l'exorcisme. Aujourd'hui, on les guérit par le tapotage. On a essayé à un moment donné les douches froides, les électrochocs, la lobotomie. Bon, la lobotomie, ça fonctionnait. On coupait des parties du cerveau, alors évidemment, l'entité qui possédait ne pouvait plus s'exprimer.
Aujourd'hui, on ne lobotomise plus biologiquement, mais on donne des médicaments qui créent des lobotomies passagères et temporaires, mais en fin de compte, on en revient à peu près à la même chose. Bon. La maladie mentale de naissance héréditaire fait partie des maladies karmiques. La personne, elle est là, elle n'a pas nécessairement de véhicule évolutif, pas nécessairement comme elle peut en avoir un, c'est dépendant des maladies psychologiques, des maladies mentales de naissance, héréditaires. Et elle est là, elle assume une grande part du karma de notre société. Nous la créons, cette personne. Donc, nous devons lui permettre une vie de plus en plus allégée, de plus en plus facile. La personne tout à fait aliénée, elle doit être quand même sur le service de l'État. Et les personnes aliénées ont toujours été sous le service de l'État, quel que soit l'État. Parce qu'elle assumait le karma de la collectivité. Si on regarde dans les pays sous-développés ou dans les tribus, dans l'Antiquité, l'État s'occupait pas, il n'y a pas d'État, l'État s'occupait pas des débiles mentaux. Mais on les respectait. On ne les tuait pas, on ne les insultait pas, on ne les bafouait pas, on les nourrissait, on les habillait, on les laissait libres. Il y avait un gros bal, un fou rentrait, tout le monde se sentait mal à l'aise, mais tout le monde le laissait là. La société, je ne parle pas d'une société organisée comme la nôtre, la société, l'ensemble collectif, a toujours respecté le déficient mental de naissance pour la simple raison que vibratoirement, inconsciemment, c'était su. Il assumait le karma de tout le monde. Je suis débile mental et ça vous permet d'être ce que vous êtes. Continuez vos orgies, continuez vos problèmes et moi je vais payer pour. Alors évidemment, on le respectait. Aujourd'hui, on le respecte toujours, mais d'une autre façon. Dans les cours de roi, tu avais toujours un sage puis un fou, automatiquement. Le fou était le symbole de ça. Parce qu'on avait des fous. Et le fou était le symbole. Mais les fous ont toujours été respectés dans toutes les civilisations. On n'en tuait pas. Chez les Amérindiens, on n'en tuait pas. Chez les Zoulous, chez les Tassadai, dans n'importe quelle tribu, chez les Égyptiens, chez les Romains, chez les Macédoniens, partout, les Grecs, on peut nommer toutes, même les Teutons, les Vikings ne tuaient pas leurs fous. Ce qui est intéressant à remarquer, c'est qu'au lieu qu'on sectionne un air pour empêcher l'entité de s'exprimer, présentement, avec la nouvelle énergie qui baigne la planète, tu commences à couper les entités au lieu de couper le nerf. C'est exactement ce qui arrive. C'est que si tu fais monter la vibration d'une personne, automatiquement, l'entité possessive n'a plus de place où rester. D'ailleurs, c'est le phénomène de l'exorcisme. Regardons ceci. Pourquoi, je reviens un petit peu, c'est intéressant. Pourquoi on ne tuait pas les fous? Pourquoi on ne riait pas des fous et pourquoi on les respectait? On avait peur que ça attire des malédictions. C'est pour ça. Lisez les livres de l'Antiquité, vous allez voir, c'est pour ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que je dis. Tue le fou. Qui va assumer le karma? Personne. Alors, la société. Tue un fou et, karmiquement parlant, ça t'attire une malédiction. C'est-à-dire que le karma noir, l'énergie noire qui normalement devrait s'effoirer dans la société, baigne sur le fou. Tue le fou. Il n'y a plus de réceptacle, alors la malédiction vient. Le karma est maintenant assumé par la collectivité. Plus on est de fous, plus on rit, ben oui, on peut faire plus de conneries, puis on en souffre moins. Tu dis que l'on ne peut pas manquer sa vie. Si on dévie de sa trajectoire, que nous arrive-t-il? Bon, on ne peut pas manquer sa vie pour la simple raison qu'il faut comprendre que l'humanité évolue et que l'humanité a une utilité cosmique d'évolution et non pas l'individu collectif. Cela veut dire que celui qui dévie crée la société collective. La société collective, elle va dans un sens, et tous ceux qui ont dévié vont dans ce sens. La marge est grosse, et il y en a qui se promènent comme ça, mais ils avancent dans le sens de la société, de la collectivité. Et c'est la collectivité qui évolue. Donc, qu'est-ce qui arrive avec ma vie si je dévie? Rien, tu évolues collectivement. Lorsque l'humain devient individuel, c'est qu'il se désassujettit de l'évolution collective. Il ne dévie plus. Il ne peut plus dévier. Là, automatiquement, il devient une utilité cosmique d'évolution. Pas avant. Donc, il n'est pas immortel. Je ne parle pas du corps physique, on a parlé de survivre à sa mort dernièrement. Même s'il perd le corps physique, il ne va pas dans le monde des morts. Il va se réincarner sachant qui il est, et ça, on va y revenir sur, je crois que c'est la semaine prochaine. Bon, bonne question, oui. C'est ça, c'est intéressant. La vérité sur la réincarnation. Alors, la personne, donc, qui vit dans sa conscience individuelle va se réincarner d'une façon qui n'a jamais été connue par l'humanité, mais qui a toujours été enseignée, mais qui n'a jamais été connue. Et on va donc revenir la semaine prochaine. Lorsque
lorsque l'individu n'est pas dans sa conscience, donc dans son intelligence, qu'il est dans la conscience collective, il se réincarne selon des processus reliés au monde des morts, des processus fusionnels, des processus pluralitaires, des choses sur lesquelles on va revenir. Et cette personne ne manque pas sa vie, elle a une vie tout à fait ignorée de l'évolution cosmique, sauf que la vie collective, elle est importante, disons pas importante, mais utile. Elle a une fonction pour l'évolution cosmique de notre humanité et de notre univers. Tandis que lorsque l'humain, lui, finit par s'identifier à lui, se placer dans son intelligence, non seulement échappe au monde des morts, il échappe au monde des morts pour la simple raison que maintenant, il a une utilité cosmique, donc il ne doit plus mourir. Tant qu'il est collectif, il n'a pas d'utilité cosmique en tant qu'individu, donc il meurt. Il reste assujetti au monde des morts. Et il se réincarne selon les lois qui régissent même la réincarnation des personnes qui sortent du monde des morts. Lorsque l'individu devient individuel, il a maintenant individuellement une utilité, alors automatiquement, il ne peut plus mourir. Outre la maladie, quels sont les symptômes qui dénotent que l'on passe à côté du chemin de notre vie? Une évolution difficile est la preuve. L'évolution se doit d'être facile. Mais pour être facile, l'humain est obligé d'apprendre. Même si l'apprentissage mémoriel est un handicap, à un moment donné, l'humain se doit d'apprendre. L'évolution, c'est comme la vie. La vie, c'est comme l'évolution, c'est une science. Vous devez devenir scientifique. Tout le monde connaît comment fonctionne son grille-pain, sa télévision, son auto. On connaît toujours un petit peu de choses. Personne ne sait comment il fonctionne, lui, au niveau du plan d'évolution. Lorsque l'évolution est difficile, lorsqu'on l'en arrache, c'est parce qu'on essaye d'aller quelque part où on ne doit pas aller. Je ne parle pas de l'évolution facile qui glisse comme dans les glissades à Bromont. Je parle d'une évolution qui demande quand même de l'énergie, qui demande une expression ajustée de votre recherche. Certains appellent ça de la volonté, d'autres de l'effort. Mais pas une résistance à pu finir à quelque chose qui semble ne pas vouloir se réaliser. Lorsqu'on souffre régulièrement, lorsqu'on a de la difficulté, lorsqu'on peine, c'est parce qu'on n'est pas dans un chemin qui nous est dû. Des fois, il faut juste changer quelque chose et c'est réglé. Vous savez qu'un chemin qui vous est dû peut ne plus vous être dû parce qu'il vous manque une chose. Vous êtes dedans et ça ne marche pas. D'un coup, on ramasse une affaire. D'un coup, ça marche. Ben oui. Mais le temps où il vous manquait une chose, ce n'était pas votre chemin, il passait par la chose. Des fois, il ne faut rien. Et des fois, il faut tout changer. Ça dépend. Ça dépend des personnes. Alors, à part la maladie, la souffrance. Vous souffrez, vous n'avez pas compris l'intelligence de l'évolution et vous vous frottez la peau sur les murs de ciment du chemin. C'est souffrant. La peur, l'humain souffrant veut donc évoluer parce qu'il est écœuré de souffrir. Il se garocherait à tue-tête, sans regarder n'importe où dans n'importe quoi, s'il pense qu'il va cesser de souffrir. Il évoluerait trop vite. Alors vient la peur, qui vient bloquer son évolution, qui vient le ralentir. L'humain ne comprenant pas l'intelligence de l'amélioration est poussé dans le derrière par la souffrance et freiné par la peur. C'est intéressant en maudit. Tu as le pied écrasé sur le gaz et l'autre sur le frein. Tu veux partir, il y a un gars qui te court après, mais tu as peur d'aller trop vite et des chars en avant. C'est ça. Alors la peur, c'est le frein et la souffrance, c'est la pédale de gaz. Mais ça use un char en maudit. En tout cas, ça tourne les tambours de frein. Lorsque l'humain comprend l'intelligence d'évoluer, il n'y a plus besoin de souffrance. S'il y a encore peur, il n'évolue pas. Lorsque l'humain comprend l'intelligence d'évoluer, il doit comprendre ce qu'il fait. Et il doit s'arranger. Il doit s'arranger pour couper avec les mécanismes de souffrance.
J'ai parlé suffisamment de la souffrance dans d'autres conférences. Je vais de toute façon y revenir parce que c'est un sujet magistral. L'humain n'évolue que parce qu'il souffre. Alors, en plus des maladies, sachons que tout ce qui amène de la souffrance dénote le fait qu'on n'est pas tout à fait ajusté. Un peu de souffrance, pas tellement grave, on est en train de s'ajuster, ça va. Mais lorsque la souffrance est générée par la peur, cette merde de souffrance, ce n'est pas de la souffrance, c'est de la peur. Et c'est un frein. Lorsque quelqu'un souffre, lorsqu'une personne est à côté sur une plaque de tôle noire qui est plantée en plein soleil, elle cuit. Elle se sent bien et elle souffre. Elle se sent bien parce qu'elle touche à quelque chose. Et à un moment donné, elle se dit peut-être que si je me décollais de la plaque, je cesserais de cuire. Et là, elle développe une nouvelle souffrance. Oui, mais sans la plaque, qu'est-ce que je vais faire? Cette souffrance porte le nom de peur. À ne pas mélanger. Alors elle va dire, oui, mais je souffre d'être sur la plaque, puis je souffre de m'en aller. Si la souffrance force à évoluer, moi, elle m'aide pas bien. Non. La souffrance sur la plaque te pousse à devoir bouger. La peur de bouger crée une nouvelle souffrance, mais qui porte le nom de peur. Et elle t'empêche de bouger. Ce n'est pas la souffrance, c'est la peur. Il faut faire attention entre ce piège astral. Donc, cette peur-là est plus nocive au niveau de la fabrication des maladies que la souffrance, juste la petite usure, comme tu dis, d'ajustement, là, il y a quand même quelque chose qui brûle pareil, puisque ça use, mais c'est pas assez profond pour percer, si tu veux, là. C'est ça. Si la peur de changer n'est pas suffisamment puissante pour réellement t'amener de la souffrance, il y aura des petites souffrances dans ton ajustement. Mais il faut que tu y ailles pareil. Si tu commences à t'enligner dans ton couloir, tu arrêtes de foncer dans les murs. Tu commences à t'enligner, bien évidemment, tu t'effleures encore les murs. C'est parfait, arrête-toi pas. Il y a un peu de souffrance, mais tu es en train de t'ajuster. Et à un moment donné, il n'y aura plus de souffrance, sauf une souffrance pour l'homme ancien. Il n'y a plus de souffrance. Souffrance? Alors là, il faudra qu'il s'adapte. Il arrive toujours un moment donné où l'être humain vit un creux. Un creux majeur, un creux où il ne trouve plus rien, où il n'y a plus de mémoire, tout ce qu'il a connu ne vaut plus rien, tout ce qu'il a appris ne tient plus debout, tout ce qu'on vient lui dire n'a pas de saveur, tout ce qu'il envisage n'a pas d'odeur, ce n'est pas appuyable sur quoi que ce soit, il y a lui et rien d'autre. Il n'y a plus rien que lui. Là, il est dans son intelligence. Maintenant, va-t-il être capable de rester lui suffisamment longtemps pour que l'esprit puisse s'installer, ou bien s'il va essayer de se ragripper à des choses qui vont passer. Et là, il a connu l'instant, un instant de temps, il a connu ce qu'était l'état d'être. Et il est revenu dans le passé avec la mémoire de cet état de béatitude qu'il va rechercher encore. Pauvre cave, il l'avait puis il l'a lâché. Bon. Alors, lorsque l'humain arrive à être seul, plus rien. Rien. Il a tout. Mais tout, rien. Il doit attendre, rien faire. Plus rien, capote. Chaque fois qu'il se dit, qui suis-je? En même temps, une vibration vient lui dire, ferme ta gueule, c'est ta pensée qui pense, c'est ta mémoire, c'est une question que tu as appris. Une question que tu as lue. Alors la question, la galaxie, les étoiles, les planètes. Merde, je regarde le ciel, puis même le ciel est une illusion. Parce que les planètes que je regarde, il y en a qui sont même plus là. Puis il y en a qui existent aujourd'hui que je vois même pas. Parce que le temps que prend la lumière à m'amener l'image de la planète à mon œil, ben la planète est partie. Alors le bonhomme il est là, puis il regarde Alpha du Centaure, puis ça prend 1 an à la vitesse de la lumière, fait que là il la voit. Ça fait peut-être 9 mois qu'elle a explosé. Mais dans 3 mois, il va voir que ça commence à exploser. Alors le gars il se dit, oui mais tout est illusion, c'est une vraie farce. Je regarde le verre d'eau et qu'est-ce que je vois? Ben je vois un influx lumineux transformé en électricité, amené à mon cerveau et transformé en mon énergie. En énergie. Qu'est-ce que je vois? Je touche le verre. Non, je perçois dans ma tête l'impulsion électrique sur mon système nerveux de quelque chose. Qu'est-ce que j'ai comme connaissance de l'extérieur? Absolument rien. Qu'est-ce que je connais, du papier ou des couleurs? Moi, je vois ça d'une couleur. Toi, tu vois ça d'une autre couleur. Moi, je vois ça d'une forme. Tu vois ça d'une autre forme. Et vu qu'on porte les mêmes mots aux mêmes choses, on pense qu'on voit la même affaire. Oui ou non? Alors, la personne, elle est là, puis elle est, puis rien.
C'est sa famille, sa tradition, les religions, le travail, l'espoir, tout, rien. Si elle n'a rien, elle va vivre. Si elle n'a rien dans sa pensée consciente, mais tout dans sa pensée inconsciente, elle risque de se suicider parce qu'elle est manipulée. Elle va assumer un karma collectif, puis elle va créer du remous dans l'émotion collective. Elle va se suicider. Plaisant. Puis on se suicide toujours dans les places publiques ou en laissant un petit message en arrière, parce qu'il faut absolument que ça laisse de l'émotion. Il n'y a pas de personne qui se suicide comme ça, là, qu'on ne voit plus. De personnes sages qui, à un moment donné, décident ou trouvent que leur vie, elle est maintenant terminée dans l'état où ils l'ont vécu et qui se retirent sans que jamais on le sache et qui meurent en paix. Ça, il n'y en a pas beaucoup. Les suicides comme tels, ce sont tous des manifestations manipulatrices de l'astral pour créer de l'émotion dans l'astral collectif, dans le ciel. Alors, je laisse une lettre pour te faire chier, là, c'est de ta faute, puis je m'en vais me suicider. Ou je me garage devant le métro, tout le monde le sache. Ou je me fais en bas d'un pont. Ou je m'arrose de pétrole, puis je me fous le feu. Mais c'est toujours de façon à laisser de l'émotion. C'est ça le suicide. Alors, c'est la même chose pour tout ce qui est relatif au vécu de l'humain lorsque l'humain arrive à se centrer sur lui. C'est pas de l'égocentricité. C'est de la centricité. Il y a une maudite différence entre un et l'autre. Théocentrique, c'est tout centré sur l'esprit. Égocentrique, tout centré sur l'ego. Il y a une maudite marge. Lorsque l'humain arrive à se théocentriser, théo pour Dieu, bah oui, c'est un ancien terme, mais Dieu, l'intelligence. Lorsque l'humain arrive à se centrer sur son esprit, sur lui tel qu'il est, et non pas sur lui tel qu'il pense qu'il est, ça c'est l'ego. Qui s'imagine qu'il est bon, puis qu'il souffre, puis qu'il est riche, puis qu'il est pauvre, puis qu'il est intelligent, puis qu'il manque son coup, puis qui pogne, puis qu'il n'a pas de fille, puis qui n'a pas besoin de sécurité, mais qui cherche un gars, puis etc., puis qui s'ennuie pas, puis qui a un paquet de systèmes vidéo, puis des cassettes au bout. Ça, c'est l'ego. Il pense qu'il est telle chose, puis il l'est pas. Il essaye de devenir ce qu'il est. Imagine-toi. Il essaye de devenir ce qu'il est. Il essaye pas de devenir ce qu'il est, il est ce qu'il est. Il essaye de devenir ce qu'il n'est pas. L'esprit. Et l'esprit, c'est l'humain authentique. Lorsque l'humain se centre sur lui, lorsque l'ego est capable de se mettre à genoux devant l'esprit, bien évidemment, il n'y a plus de problème. Tant que cela n'est pas là, l'humain va souffrir. Et lorsque plus la souffrance est grosse, la souffrance fait évoluer. Je le dis, on l'a toujours dit, et même qu'il y a du monde qui a commencé à se faire souffrir, la souffrance va évoluer. La souffrance que la vie t'apporte te fait évoluer. La souffrance, pauvre cave, que tu te donnes toi-même, ça ne va pas évoluer. Celui qui s'accroche des broches, se suspend devant tout le monde, il n'évolue pas. Puis ça, on en a plein, énormément. On en a énormément de personnes qui se font souffrir pour évoluer. Ils ont rien compris. Ben, c'est évolutif, oui, ils vont finir par apprendre à arrêter. Ça peut leur montrer que ça. Et celui qui souffre parce que la vie, celui qui est en friction contre la vie, souffre. Et ça, c'est évolutif. Cette friction se poursuit jusqu'à quand, Daniel? Quand tu arrives au bout, le chemin, à un moment donné, quand tu es dans ton être, il n'y a plus de chemin. Lorsque tu n'as plus de choix. C'est parce que l'humain fait un choix que la réalité est perdue. Mais l'humain, présentement, ne peut pas faire autrement que faire des choix parce qu'il se réfère à sa mémoire. Et dans sa mémoire, il n'y a pas le tout. Alors, il essaie d'expliquer la vie neuve à partir de son passé vieux. Lorsque l'humain est centré sur lui, l'homme nouveau ne fait plus de choix. Il ne choisit plus. Je ne choisis pas entre lequel des deux verres je vais boire. Je prends le plus proche économique en énergie. Il ne fait pas de choix. Je l'ai expliqué souvent. Lorsque tu as un problème et que je t'amène 4 solutions, dont une intelligente, ben si tu es intelligent, tu n'as pas le choix. Tu prends la solution intelligente. Tu n'as plus de friction sur la vie. Mais si tu n'es pas intelligent, mais intellectuel, si tu te réfères à tes mémoires, tu devras analyser toutes les solutions, voir avec tes mémoires, demander des conseils aux autres, donc à essayer de fouiller les mémoires des autres. C'est ça demander un conseil à un autre. Avoir connaissance de ses mémoires à lui. Et là, tu essayes ça, ça ne marche pas, tu essayes ça, tu as des choix. De temps en temps, ça marche. Tu le mémorises et là, c'est fait. Quand tu as un problème qui est similaire, tu vas voir et tu dis crime, ça a marché. Tu te réessayes, ça ne marche pas nécessairement. Le problème, il est similaire, mais il n'est pas identique. La vie n'est jamais identique. Une guerre n'a jamais ressemblé à une autre guerre. C'était similaire. C'était pas identique. Il y a des parachutistes pendant les guerres qui, à un moment donné, sont ramassés sur une vache. Hein? Bon, un parachutiste tombe sur une vache. Un autre tombe sur le devant de la vache. C'est cordes. Bon. Un autre est tombé en plein milieu d'un campement ennemi. Il n'a pas vécu longtemps, lui. Un autre est tombé dans un bordel. Il est vécu heureux. Bon. C'est similaire, mais c'est pas identique. La vie, elle est comme ça. Lorsque l'humain accumule de l'expérience, il
il se sent sécure. Là, maintenant, il y a de l'expérience et il essaie d'expliquer les choses neuves. Ça ne peut pas fonctionner. Pas fonctionner. T'arrêtes la friction disparaît lorsque tu... Et on ne peut pas décider. Si tu décides de, c'est parce que je l'ai dit, donc parce que tu l'as appris. Non, ça va venir à un moment donné. Tu ne te frictionneras plus à rien. Même pas l'alcool à friction. Même plus. Donc, dans les dernières questions, si je n'arrive pas à saisir ce qu'est être intelligent, est-ce en fait arriver à penser différemment, à agir sans penser ou à se fier à ses instincts? Bon. Ce n'est pas se fier à ses instincts. Les instincts sont soit d'ordre physique, soit d'ordre vital, l'instinct de conservation, l'instinct de procréation. Et on a des instincts humains qui sont d'ordre social, religieux, philosophique, moral. Ces instincts-là, non. Qu'est-ce qui... Bon, penser différemment. À agir sans penser. Oui, agir sans penser. Parce que celui qui a le savoir instantané, celui qui est intelligent, ne pense plus. Pourquoi vous pensez? Pas parce que vous êtes intelligent. Et quand je parle d'intelligent, je veux dire hautement intelligent. Prenons l'idée de l'intelligence. C'est quoi d'être intelligent? C'est intelligent, intelligent. Celui qui pense parce qu'il ne sait pas, ben si c'est pas, il n'est pas intelligent. Faut qu'il pense. N'est-ce pas? C'est logique. Si vous pensez, c'est parce que vous ne savez pas. Si vous êtes intelligent, vous savez. Alors pourquoi vous pensez? Pourquoi vous pensez 20 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures à penser? Parce que vous n'êtes pas intelligent. C'est simple. Sauf que ce que ça veut dire que vous êtes stupide? Non. L'humain a toujours catalogué l'intelligence par rapport à la faculté qu'il avait de se rappeler. Vous mémorisez tout. Vous êtes capable de tout mémoriser, mais vous n'êtes pas capable de tout vous rappeler. On doit vous hypnotiser pour vous rappeler. On doit vous botter le derrière pour vous rappeler. Et ça demande de l'énergie de se souvenir. Pas intelligent. Être intelligent veut dire ne pas être régi, ne pas être assujetti à ses mémoires. Cela veut dire être capable de savoir sans savoir. De savoir sans l'avoir appris. Tout à l'heure, je m'amusais. J'étais en train de parler de phénomènes médicaux et j'aurais pu pénétrer dans des domaines que je n'ai jamais appris. Mais évidemment, il y a certaines personnes ici qui auraient pu suivre, puis encore, et pas tous. Pourquoi? Parce que j'étais en train d'aller élaborer avec une terminologie tout à fait hautement scientifique dans des domaines qui étaient plaisants. Bon, ça allait bien, je m'en allais là-dedans. Et à un moment donné, j'ai coupé parce que on est en train de faire une conférence. Quand je parlerai à l'Université de Montréal devant des médecins, je m'amuserai à prendre leurs termes. Est-ce que j'ai besoin d'étudier avant? Ce n'est pas nécessaire. Ils me poseront les questions, je leur répondrai. Ça, c'est intelligent. Et tous les humains de la planète, en commençant par les humains du Québec, donc en commençant par vous, vont un jour arriver à être intelligents. Lorsque vous vous promenez quelque part et que vous ne savez pas quelle direction prendre, vous réfléchissez. C'est pas intelligent. Lorsque vous ne posez jamais de questions, lorsque vous ne pensez même pas, lorsque vous arrivez pile, ça, c'est intelligent. Et ce n'est pas miraculeux, c'est comme ça l'intelligence. Avant d'être terrestrifié, l'humain était intelligent. Maintenant, l'humain va redevenir intelligent. Lorsque le Nazaréen parlait à ses apôtres, ces pauvres bonhommes qui lui ont dit « Oui, mais si je parlais dans d'autres pays, ben, je ne connaîtrais pas toutes les langues, puis va-t'en, ferme ta boîte, passe plus. Quand ça sera le temps, tu parleras. » Alors, ils sont partis, très égoïsés, et ils ont commencé à parler. Ils se sont rendus compte que tout le monde comprenait tout. Le grec comprenait en grec, le latin comprenait en latin, le romain comprenait dans sa langue maternelle, le palestinien dans sa langue maternelle, c'était en hébreu, c'était en hébreu. Comment ça se fait? Ben, lui, il parlait, et puis l'autre, il comprenait dans sa langue. Est-ce que ça veut dire que lui parlait toutes les langues en même temps? Pas nécessairement. Non, il y avait un contact télépathique qui se faisait, une manipulation qui se faisait. Dernièrement, il y a une personne qui m'a dit, c'est drôle, tu étudies l'anglais? Ben oui, j'étudie l'anglais. Alors, il me semblait que quelqu'un qui avait savoir instantané savait tout. Oui. Sauf que, je lui ai répondu, la personne qui est pluguée 24 heures sur 24 et qui est tout à fait dans un état de conscience, et présentement, la planète Terre ne le permet pas. La personne qui est pluguée 24 heures sur 24 n'a pas besoin d'étudier. Ce que je lui ai pas dit parce que ça ne me tentait pas, c'est qu'en dedans de 2 ou 3 semaines, je vais pouvoir faire des conférences en anglais. Ce n'est pas comme ça que tout le monde apprend l'anglais. Je suis bilingue, je ne parle pas anglais. Et dernièrement, je disais à quelqu'un justement que j'étais bilingue, mais je ne parlais pas l'anglais. Alors la personne me dit, ben voyons donc, si t'es bilingue, tu parles anglais. Je lui dis, non! Qu'est-ce que ça veut dire bilingue? Ben ça veut dire parler les 2 langues. Ah, parler les 2 langues.
Et qu'on est orgueilleux. Vache! Alors, le russe qui parle le russe et le tchèque, il n'est pas bilingue. L'espagnol qui parle l'espagnol et l'italien puis le portugais, il n'est pas bilingue. Parce qu'être bilingue, c'est parler français et anglais. Et moi, je parle français et espagnol, donc je ne suis pas bilingue. Je suis bédingue. Non, je vais être trilingue quand je parle l'anglais. Être intelligent, c'est être capable d'être. Lorsqu'une balle de fusil se dirige vers vous, elle passe. Et vous n'êtes pas là pour l'arrêter. C'est pas intelligent d'arrêter une balle de fusil avec son cœur, avec ses poumons. C'est pas intelligent. C'est pas. Alors, vous n'êtes pas là pour l'arrêter. Et ça, c'est intelligent. Lorsque vous montez sur un cheval, vous ne tombez pas. Et être intelligent, c'est ça. C'est simplement être vivant. L'humain n'est pas l'esclave du manque d'information et de l'ignorance. Présentement, il est l'esclave, oui, parce qu'il est l'esclave de la connaissance. Il est l'esclave de l'apprentissage. Tant qu'il va en être l'esclave, il devra apprendre comment s'en sortir. C'est pourquoi les personnes peuvent maintenant étudier comment s'en sortir aussi con que ça en a de l'air. Pas le choix. Vous allez commencer à apprendre. Vous allez devoir poursuivre votre apprentissage jusqu'au jour où vous allez avoir appris à ne plus apprendre. Si vous cessez d'apprendre, vous n'avez pas appris à ne plus apprendre. Vous devez apprendre à apprendre pour apprendre à ne plus apprendre. La semaine prochaine, c'est la réincarnation. On m'a souvent posé des questions là-dessus, donc on va refaire une conférence sur la réincarnation. Ceux qui ont déjà écouté ou assisté à la conférence que j'ai faite il y a 2 ans, sachez que je ne le répète pas. Merci beaucoup, Daniel.